Mesdames et messieurs, bonjour. En décembre 2015, le monde entier sera rassemblé à Paris, au chevet de la planète. Ceci dans le cadre de la 21e conférence mondiale sur le climat, encore appelée COP21. Le défi est grand et les enjeux énormes. Au final, il s'agira d'amener tous les pays du monde entier à contribuer à un accord international sur le climat qui permettra de contenir le réchauffement global en dessous de 2 degrés Celsius, pendant que les préparatifs s'activent en Europe et dans les autres parties du monde entier. Que font alors les Africains? Contrairement à leurs habitudes, les Africains ont également initié depuis le début de cette année des rencontres scientifiques avec l'espoir qu'au final, les 52 États africains arriveront à déterminer une position commune qui leur permettra de peser vraiment lors des débats qui s'annoncent d'ores et déjà difficiles. C'est donc pour cette raison que nous avons choisi comme deuxième thème à débattre ce jour dans cette émission consacrée au décryptage de l'actualité. Conférence internationale sur le climat 2015 à Paris. Donc, quelle contribution pour les pays africains? Mais tout d'abord, le premier sujet que nous allons débattre nous emmène directement au Burkina Faso, où la semaine dernière, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un organe de l'Union africaine, a ordonné aux autorités du Burkina Faso de reprendre les investigations en vue de rechercher, poursuivre et juger les auteurs des assassinats de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Une décision qui nous amène à nous demander si enfin le monde entier connaîtra la vérité au sujet de l'assassinat de ce journaliste d'investigation. Mais avant de lancer le débat ce jour sur ces 2 sujets d'actualité, Madame, Monsieur, je vous propose de faire un tour du monde en 1 minute à travers ce flash d'informations. Au Burkina Faso, Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères du président Blaise Compaoré, devenu l'un de ses opposants, a été investi ce dimanche candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre. Économiste de formation, il a été ministre des Affaires étrangères avant d'être le numéro 2 de l'Organisation mondiale du commerce. L'Égypte, l'Algérie et l'Italie ont appelé à une solution politique au conflit qui déchire la Libye. C'était ce dimanche à la veille de la reprise sous l'égide de l'ONU des négociations entre parlements libyens rivaux pour parvenir à un accord sur un gouvernement d'union nationale. Enfin, la Corée du Sud a annoncé ce lundi un 6e décès du coronavirus MERS et une forte progression des nouvelles contaminations de l'épidémie, dont le nombre de cas est désormais de 87. Plus de 20 pays ont été touchés par le virus, pour lequel il n'existe aucun vaccin ou traitement. Je le disais donc à l'antenne de cette émission, au Burkina Faso, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un organe de l'Union africaine, a ordonné, c'était la semaine dernière, aux autorités du Burkina Faso de reprendre les investigations et de poursuivre et de juger les auteurs de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons. Pour en parler, j'ai des invités sur ce plateau, mais avant de les découvrir, Madame, Monsieur, suivez le générique qui annonce le débat. Pour débattre de la relance de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, je reçois sur ce plateau un activiste des droits de l'homme. Il s'agit de Maître Aboubacar Baparapé. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou. Il est également le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Maître Aboubacar Baparapé, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Le second invité de ce jour est Joël Yetonji, il est journaliste à la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Baparapé. Maître Baparapé, ma première question va directement s'adresser à vous. Je le disais tantôt, l'Union africaine qui ordonne la reprise de l'enquête sur la mort de Norbert Zongo. Est-ce que vous pensez, à votre avis, en tant qu'également président de cette organisation qui défend les droits de l'homme, qu'enfin la vérité sera connue dans cette affaire? Oui, je vous remercie d'avoir pensé à moi et à travers moi, mon organisation, pour venir donner son avis donc, sur ce qui se passe au Burkina Faso, notamment la décision de la Commission africaine des droits de l'homme d'ordonner donc qu'une enquête sur
les circonstances de la mort de Bernard, c'est Bernard Zongo. Non, c'est Norbert Zongo, le journaliste Zongo, Norbert Zongo. Donc, soit reprise. Ben, notre souhait est que effectivement cette enquête puisse aboutir. Le contexte politique, sociopolitique actuel au niveau du Burkina Faso s'y prête, puisque le mouvement, la révolution donc, qui a renversé Blaise Compaoré, donc l'a été sous cette revendication-là, entre autres, élucider les circonstances de la mort, non seulement de Thomas Sankara, mais également de Bernard Zongo. Oui, mais est-ce que vous de Norbert Zongo. Oui, mais est-ce ce qui, au temps de Blaise Compaoré, n'a jamais pu être fait. Oui, on sait que le dossier avait été classé. Toute revendication dans ce sens-là, donc, est nécessairement et incontournablement réprimée par le régime. Oui, mais aujourd'hui, le président quelles sont les chances de pour que ce MDBHP à l'époque, qui est aboutisse? président de l'Inter-Africaine des droits de l'homme, Ali Ouedraogo, qui est aujourd'hui, c'est un ancien magistrat qui est aujourd'hui devenu avocat, mais en a fait les frais. Et beaucoup d'autres militants en ont fait les frais. Donc si aujourd'hui, la Commission africaine décide que la lumière soit faite autour de cette mort-là, je ne sais pas si c'est seulement pour Bernard. C'est pour Norbert Zongo et ses trois compagnons. Norbert Zongo et ses trois compagnons, mais il aurait fallu également, je ne sais pas si ça a été décidé également pour Thomas Sankara. Oui, ensuite, le dossier Thomas Sankara est déjà ressuscité, c'est en cours. Oui, ressuscité, c'est en cours. Mais je me demande pourquoi c'est la Commission africaine qui devrait donner des instructions donc, à l'État burkinabé pour qu'il puisse aller dans ce sens. Oui, mais la révolution qui a balayé le régime fasciste de Blaise Compaoré donc, a inscrit cette revendication à l'ordre du jour. Donc je ne sais pas, normalement, les nouveaux dirigeants ne devaient même pas attendre qu'une... C'est ce que je vous disais. L'actuel ministre de la Justice au Burkina a confirmé que c'est une affaire qui a été déjà ressuscitée et que les travaux sont déjà en cours. Mais la question que moi je vous pose, est-ce que vous croyez vraiment que cette affaire connaîtra enfin son épilogue? On connaîtra vraiment la vérité dans ce dossier. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 27 ans de règne, tous ceux qui ont géré avec Blaise Compaoré sont toujours en place. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, on peut avoir enfin la vérité? Oui, je pense avec l'aide de la population, avec l'aide, la pression, le lobbying des organisations pour la défense des droits de l'homme au Burkina, à savoir le MDBHP et toutes les autres associations. Donc avec leur pression, je pense qu'on peut arriver à la vérité. Mais elles étaient là, elles avaient fait la pression en son temps, depuis 1998, mais ça n'a donné aucun résultat. Mais écoutez, après la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'est pas du jour au lendemain que Nuremberg est venu. Après Nuremberg, il y a eu la poursuite des nazis à travers tout le monde entier. Vous comprenez? Donc, Israël ainsi que d'autres pays ont poursuivi les nazis juste dans les derniers retranchements. Bon, mieux. Mais les femmes d'Argentine, pendant plus de 20 ans, elles ont fait, j'ai oublié comment on appelle cette place-là, où les parents, les femmes et les enfants de disparus, chaque jour, viennent faire leur sitting pendant 20 ans, manifester contre la dictature de Videla, jusqu'à ce qu'ils ont obtenu le jugement, l'extradition de Videla, donc de la Grande-Bretagne où il était réfugié, en chose pour y être jugé. Donc, ce n'est pas une affaire... Ça ne doit pas être nécessairement résolu en même temps. Non, non, il faut... En principe, ça devait l'être immédiatement. Bon, prenez notre cas. Parce qu'avant de parler des autres, il faut parler de soi-même. Moi-même, nous-mêmes, nous sommes victimes. Et c'est de notoriété au Bénin ici que nous sommes victimes, nous avons été victimes pendant le régime du PRPB. Mais à la conférence nationale, qu'est-ce qui a été décidé? D'accorder une immunité personnelle à Mathieu Kérékou, qui est dans le régime, qui est le commanditaire de tous ces crimes-là. Est-ce que vous voyez? Mais jusqu'à présent,
on a des difficultés donc à faire ressusciter ce dossier devant les juridictions. Ça confirme alors donc, ce que je vous disais. Non, je viens. Parce que tous ceux qui ont succédé, tous ceux qui ont succédé à Mathieu Kérékou, jusqu'à lui-même, mais sont quelque part attachés donc au général. Ça confirme. Donc ça fait que nous sommes sacrifiés à l'aune ou bien à l'autel donc de l'unité nationale, sans que du renouveau démocratique, sans que, n'est-ce pas, ceux qui ont été les coupables, responsables de ces crimes-là, donc puissent n'aient pas été inquiétés. Donc de ce point de vue, la nouvelle donne, la nouvelle dynamique qu'il y a au niveau du Burkina Faso peut permettre donc avec la pression des organisations donc à l'État burkinabé d'aboutir donc à chose. On l'espère. Oui, on l'espère. Moi, je suis confiant. Joël Yetonji, êtes-vous confiant comme maître? Tôt ou tard, on finira par élucider les circonstances de la mort de Norbert Zongo. Joël Yetonji, votre avis, vous y croyez vous aussi? Vous pensez qu'on aura enfin la vérité quand on sait que les acteurs de la justice, au temps de Blaise Compaoré, sont toujours là? En tout cas, je voudrais un peu, à la suite de Baparapé, si c'est y croire, est-ce qu'il faut espérer? Oui, il faut espérer. Vous voyez, aujourd'hui, quand on suit la réalité ce qui du se passe, terrain est tout autre. Non, la réalité du terrain n'a jamais été tout autre. On pense que la réalité du terrain est tout autre. Non, la vérité finit toujours par triompher. Regardez même l'histoire du monde. Ça met le temps que ça met, mais la vérité finit par triompher. Et comme le dit la chanson, tout ce qui vit à la pénombre, mais finit toujours par surgir à la lumière. Parce que la lumière appelle la manifestation de la vérité. Mais c'est dans quelle proportion de temps, c'est toute la question. Aujourd'hui, il faut saluer la démarche qu'on en soit arrivé là. C'est vrai, il faut un peu regretter le fait que ce n'est que maintenant, qu'on voit cette cour en train de réagir. Je ne veux pas. Ça pose le problème de l'opportunité, l'opportunisme de l'Union africaine. Bon, mais ce n'est pas encore la préoccupation du jour. La préoccupation, c'est de savoir si ça va, s'il faut espérer. Oui, on aura tort de ne pas espérer. Ça va être peut-être difficile, mais c'est déjà bon. Oui, la pression a été très forte pour qu'on en soit arrivé là. Comptez très bien l'enfant qui est né le jour où, Norbert Zongo a fermé les yeux, a rendu l'âme. Aujourd'hui, il aurait eu 17 ans. Ouais, 17 ans. Bientôt mature. Ce n'est pas possible. C'était pas gagné d'avance. Personne ne pouvait y croire. On en est arrivé là. La transition est en train de faire un travail aujourd'hui formidable parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, la ministre en charge de la justice là-bas a affirmé, Joséphine Ouédraogo, que la rouverture du dossier est déjà effective, les instructions sont en cours, donc c'est heureux, il faut accompagner le mouvement. Donc il s'agira au peuple burkinabé, une fois encore, le jour J, de faire le choix qu'il faut. Parce que s'ils vont aujourd'hui faire un choix qui va remettre en cause le combat, là, ça va être très difficile. C'est vrai, vous avez évoqué... Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour le choix. Pour le choix, il y a beaucoup de possibilités, bien entendu. Qu'on puisse réellement trouver des gens aujourd'hui au Burkina Faso qui n'aient pas participé à la gestion de Blaise Compaoré? Non, ça c'est un dossier que, parfois, il ne faut même plus évoquer. Des gens ont participé même à la gestion. Le président actuel de la transition a été le problème que nous avons, le problème que nous avons et qui font malheureusement que le chef d'État font aussi beaucoup d'erreurs. Excusez, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est vrai, mais ça paraît être la pièce de monnaie que tout le monde utilise, l'hypocrisie. Les gens ne sont pas avec vous, mais ils font semblant d'être avec vous. Oui, alors parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut aujourd'hui avoir une foi aveugle. Non, il ne s'agira pas d'une foi aveugle. Il faut dire que 5 ans après ce drame, pour une première fois, nous avons eu un sergent très proche qui a participé aux travaux avec la garde républicaine, le sergent Naoum, si je veux bien le nommer, qui a affirmé que la garde présidentielle a quelque chose à faire dans cette affaire-là. Alors quand on parle de la garde présidentielle, n'oubliez pas que l'un des commandants de la garde présidentielle est aujourd'hui le Premier ministre du Burkina Faso. Est-ce que vous voyez déjà les obstacles dont je parle? Il y aura d'obstacles, ça c'est vrai. Il y aura d'obstacles, mais je pense que la marche est irréversible. Cette marche pour la manifestation de la vérité, je continue de le dire, ça fera le temps que ça fera, mais malheureusement pour ceux-là qui ne rêvaient que de ça, qui ne respiraient que par l'impunité, ah oui, malheureusement pour eux,
le Burkina d'aujourd'hui ne sera plus jamais le Burkina d'hier. Et plus rien ne sera comme avant dans ce Burkina Faso. Donc il est question pour ceux-là qui prendront les rênes du Burkina Faso de demain de pouvoir comprendre que le peuple a tracé les directives. Hier, c'était pas possible. Je dis, l'Afrique est en train de se réveiller. Il faut s'en réjouir, en tout cas, pour ceux qui aspirent à cette Afrique libre, cette Afrique prospère, cette Afrique réellement indépendante. Et il faut se réjouir. Alors, parce que... je reste avec vous, Joël Itondi, pour vous demander. Alors, toutes ces affaires qu'on est en train de ressusciter aujourd'hui au Burkina Faso, il y a eu l'affaire Thomas Sankara, l'affaire Norbert Zongo, on est en train d'en parler. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut avoir des influences sur la stabilité du Burkina Faso? Aujourd'hui, le pays n'est même pas encore sorti totalement de la crise. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est trop tôt pour sortir toutes ces affaires? Ce n'est pas trop tôt. Je suis un peu heureux d'être encore jeune. Oui, parce que quand je vois cette jeunesse-là, je dis, elle a compris, il faut qu'elle arrive à prendre son destin en main. C'est de cela qu'il est question. Nous devons finir avec l'impunité. Ça n'a pas d'autres explications. Qu'on arrive à comprendre à ceux-là qui pensent que chaque fois qu'on décide de rendre justice, il s'agit d'une guerre sociale. Non. Quand est-ce que nous allons commencer par faire comprendre aux gens qu'il faut simplement respecter les textes que nous sommes librement prescrits? Parce qu'il s'agit de ça. Au-delà de la question ceux qui sont chargés de contrôler l'application de ces tests, aujourd'hui, c'est ceux-là, justement, qui violent allègrement ces tests. Est-ce que vous pensez que mais vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui de gardiens, de contrôle? Non, aujourd'hui, malheureusement, ceux-là qui sont appelés à appliquer les tests ne sont plus ceux-là qui décident de ce qu'ils doivent faire. Hier, ils n'ont pas de choix que leur seule volonté. Aujourd'hui, il est question de faire avec la volonté du peuple. Moi, je veux parler de la classe dirigeante. Oui, vous savez, les politiciens, ce sont les mêmes. Non, ils font semblant de s'échanger. Ce n'est plus pareil aujourd'hui. Observez très bien. C'est les mêmes qui reviennent au pouvoir. C'est les mêmes qui reviennent. Mais aujourd'hui, c'est ce que je dis, il y a une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est quoi? Ces hommes politiques, ces acteurs politiques aujourd'hui ne peuvent plus décider unilatéralement du devenir de tout un continent, de tout un pays. Ce n'est plus possible. C'était ce qui se passait. Ça a été dit dans les années 90 quand il y a eu on n'est plus en 90, on est en 2000, on est en 2015, on tend vers 2016. Observez très bien. Hier, vous donnerez votre tête à couper que ce qui s'est passé au Burkina Faso n'arrivera pas du vivant de Blaise Compaoré. C'est arrivé. En 90, vous l'aviez dit au Bénin. Non, interpellez Blaise Compaoré, il vous dira jamais de mon vivant, ça n'arrivera. Et pourtant, c'est arrivé. Je vous précise qu'en 90, en tout cas, au Bénin, par exemple, au Togo, par exemple, les gens l'ont dit. Il y a quelques mois, interpellez, s'il vous plaît, il y a quelques mois au Bénin, interpellez l'actuel chef d'État, il vous dira que mon Bénin, jamais, on ne mettra feu au moindre véhicule. On a incendié récemment un véhicule et le pire allait arriver si on ne sait pas vite à s'agir. Donc on n'est pas loin de l'intercelle si nos dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités et ne comprennent pas qu'ils sont là simplement pour servir et non se faire servir et non se remplir la Porsche et la ponce. Ce n'est plus possible. Le Bénin et l'Afrique d'hier, Joël, c'est de ça qu'il est question. Maître Baparapé, des affaires qu'on ressuscite aujourd'hui, des affaires aussi sensibles, parce que quand on parle de Thomas Sankara, cela va impliquer des militaires d'un niveau donné. Quand on parle de Norbert Zongo, on a parlé tout à l'heure de la garde républicaine. Vous pensez que le pays, le Burkina Faso, aura toujours sa stabilité? Très bien. Bon, j'allais rebondir sur cet aspect de la question, parce que vous dites que, bon, ceux qui sont aux commandes aujourd'hui sont... C'était des anciens collaborateurs à un niveau... Autrement dit, alors, c'est vous qui posez la question, vous allez me permettre, ça veut dire quoi? Il faudrait que à l'hôtel de l'unité nationale, donc qu'on puisse magnifier l'impunité. Vous êtes la preuve vivante de ce que je suis en train de dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à l'hôtel de l'unité nationale, on a sacrifié tout ce que vous aviez enduré. Oui. Vous l'aviez dit. Non, ça là, c'est un contresens. C'est naviguer, oui, c'est un contresens. C'est naviguer à reculons dans l'histoire. Non, l'intérêt national ne veut pas dire ne pas faire rendre gorge, ne pas sanctionner donc ceux qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité, puisque c'est comme ça que les instances internationales, les organisations, voilà, les organisations internationales au plan des Nations Unies, donc qualifient ces crimes-là, ces crimes contre l'humanité. Est-ce que vous voyez? Et c'est imprescriptible.
Donc, si hier, certains se sont réunis pour sacrifier les anciennes victimes à l'hôtel de l'unité, en consacrant l'impunité, il a bien dit en consacrant l'impunité, mais ça ne veut pas dire que c'est fini et que c'est fini, l'impunité va être définitivement consacrée. Vous comprenez? Donc, en Afrique, on a été non, en Afrique, aujourd'hui, il a soulevé un point très important. Ce n'est pas parce qu'on a participé on participe à un régime, on a participé à un régime, donc qu'on est forcément pour le régime. Mais ici, tu n'aurais jamais pensé que le général, bon, je ne vais pas citer de nom, certaines personnes qui ont travaillé, qui étaient des ministres ou des conseillers militaires du président de la République, vont rentrer dans l'opposition ouverte contre lui pendant qu'il était encore au pouvoir. Même mieux, pendant le nazi, ceux qui ont été pendant le régime nazi, les opposants irréductibles donc aux nazis, c'était ses premiers généraux. Vous savez qu'on a fusillé un général parce qu'il faisait de nuit, il faisait des graffitis contre le nazisme. Pourtant, c'était les meilleurs généraux d'Hitler. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a participé à un régime, donc et Ablassé Ouedraogo. Mais comment? Il a été promis jusqu'à à la plus haute instance du commerce. Mais dis donc, ce n'est pas rien. Oui, mais par la suite, il est devenu opposant. Donc c'est pour vous dire que la dynamique, surtout au niveau du Burkina Faso, la dynamique, mais c'est de sanctionner tous ceux qui ont participé à ces crimes abominables-là. Vous savez ce que la mort de Zongo a provoqué au niveau de toute l'Afrique et dans le monde entier. Et c'est pourquoi la révolution au niveau du Burkina Faso qui a renversé Blaise Compaoré a inscrit en lettres d'or le jugement de tous ceux qui, d'abord, la lumière sur la mort de Zongo et de exhumer Thomas Sankara et ensuite sanctionner tous ceux qui ont de près ou de loin participé donc à ces crimes-là. Alors donc, moi je pense il faut aujourd'hui tenir compte des réseaux sociaux. Le monde n'est plus comme le monde d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans. Le monde évolue. Le monde évolue. Et aujourd'hui, la jeunesse, à travers la révolution burkinabé, a compris donc qu'elle est une force et que les dirigeants ne peuvent plus gouverner comme par le passé, sans tenir compte d'eux. Et c'est ça qui constitue notre force. C'est ça qui continue l'espoir, qui fait que je suis en phase avec Joël Yetondi. Monsieur Joël Yetondi, qui dit que du point de vue de l'espoir, on doit garder l'espoir. Non seulement on garde l'espoir, c'est que ça doit pouvoir se faire avec cette nouvelle dynamique. Sinon, alors la révolution a échoué. Que dans telles circonstances, est-ce qu'on peut pouvoir interroger un Blaise Compaoré, par exemple, qui est aujourd'hui un réfugié en Côte d'Ivoire, chez son ami? Oui. Vous savez, il a parlé d'hypocrisie. Aujourd'hui, il est exilé. C'est peut-être difficile d'aller le prendre et comment on appelle, de l'interroger, d'avoir son avis quand même, parce que bon, on sait qu'il était au pouvoir pendant les faits, il vous dira qu'il n'a pas participé, que ça c'est toujours le même son de cloche, c'est sous son régime. Avoir son avis sur bien sûr, on peut avoir son avis, quitte à lui peut-être de refuser ou bien à l'État qui lui a donné. Mais et s'il refusait d'intervenir dans cette affaire? Bon, s'il refuse d'intervenir, ça ne va pas arrêter l'enquête, parce qu'il est le commanditaire. Il est le commanditaire. Rien ne prouve qu'il est le commanditaire. Non, comment? C'est son régime. Ça ne veut pas dire que c'est le commanditaire. Non, mais justement, en tout cas, il est présumé être le commanditaire. Mais il est présumé être les investigations qui ont été ordonnées par la Commission africaine des droits de l'homme tendent à élucider, comment on appelle ça, à éclaircir les circonstances de la mort et ceux qui ont été impliqués. Est-ce que vous voyez? Je suis un juriste, tout coupable, enfin tout accusé est présumé innocent. Voilà. Est-ce que vous voyez? Tout accusé est présumé innocent. Est présumé innocent, mais ça ne veut pas dire, en tant que présumé innocent, on ne peut pas donc te soupçonner
d'avoir participé. Donc vous confirmez et il faut confirmer donc les soupçons. Ce sont des soupçons qui pèsent sur Blaise Compaoré. Justement, les enquêtes qui ont été ordonnées tendent à confirmer ce que les gens savent déjà, que c'est le régime de Blaise Compaoré qui a commandité la mort. Vous parlez en tant qu'activiste des droits de l'homme. Joël Yetondy, est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré pourra être inquiété un jour dans cette affaire? Vous voyez, vous sortez le mot que j'aime, un jour. Oui. Ce jour viendra. On va tout faire. Comme vous l'avez dit, 27 ans, ce n'est pas rien. Dans l'ombre, on va tirer les ficelles. On fera l'essentiel pour que la vérité ne triomphe pas. Mais c'est comme de l'eau, la vérité. Vous ne pourrez pas la contenir, c'est impossible. Autant vous soumettre, c'est ce dont il est question. Donc, s'il y a plutôt un conseil à donner maintenant, c'est qu'il faut voir comment collaborer. C'est de cela qu'il est question. Parce que d'une manière ou d'une autre, dans cette affaire, tout, il ressemble le frère cadet de Blaise Compaoré, François Compaoré, a longuement été cité dans cette affaire-là. Mais cette affaire n'a pas pu connaître un aboutissement heureux. Le juge d'instruction, à un moment donné, a annoncé simplement le dossier classé, classé sans suite. Vous voyez, tout ceci réuni ressemble vraiment à ce que l'on a quelque chose à se reprocher dans cette affaire-là. Alors qu'on cherche à écouter Blaise Compaoré, qui était en ce moment chef d'État, c'est la moindre des choses. Et il va falloir qu'il prenne les dispositions pour se rendre disponible. C'est le mieux à faire pour éviter plus de soupçons que cette affaire ne prenne plus d'ampleur. Ça mettra le temps que ça mettra, mais on finira par connaître la vérité. Merci Joël Yetondy, Maître Baparapé. Nous sommes pratiquement à la fin de ce premier débat. Vous avez certainement un mot de fin? Oui, j'ai un mot de fin. Et le mot de fin est d'appeler le peuple à se mobiliser pour que le drame qui se joue dans nos pays, à savoir l'impunité. L'impunité, c'est non seulement sur les crimes économiques, on le dénonce, on le déplore chez nous. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de parler de l'extérieur alors que chez nous, nous vivons la même chose. L'impunité sur les crimes politiques est devenue légion en Afrique. Et on dirait qu'il y a une coalition au niveau donc des décideurs pour que tout ce qui tendra donc à éclabousser un membre de leur club donc ne puisse jamais connaître le jour. C'est ça qu'on appelle impunité. Alors que le peuple réclame que tous ceux qui ont été de près ou de loin liés donc à une affaire donc puissent passer devant les juridictions afin d'en répondre de leurs actes. C'est ce qui ne se fait pas et c'est ce qui constitue un recul pour nos démocraties, pour le continent africain, pour même notre développement. Voilà. Imaginez que ce soit donc les bailleurs de fonds qui fassent injonction à nos autorités de faire la lumière sur des détournements portant sur des projets qu'ils ont financés. Nous gardons espoir que sur le continent africain, ces crimes que on dont vous parlez, même la juridiction, pourront un jour finir. On appelle, il a parlé de la jeunesse. L'avenir appartient à la jeunesse. Et la jeunesse ne doit plus se taire. Ainsi qu'au Burkina, les jeunes ne se sont pas tués, ainsi qu'au Bénin. Et dans le monde entier, dans les autres pays africains. Non, il ne faut pas en dire monde entier, et ça n'éduque pas. Nous-mêmes, nous avons vécu le 4, le 5, le 6 et le 7, donc une effervescence de la jeunesse pour dire non donc, à l'imposture dans notre pays. Donc c'est pour vous dire, et il avait dit, M. Joël, mais il y a peut-être 2 ans, mais le président Yaïbouni n'aurait jamais pensé que les gens se seraient mis dans la rue donc pour dire non à la révision, Yaïbouni démission, Yaïbouni reloué. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une dynamique et ça nous fait, comment on appelle, ça nous donne espoir. Nous qui avions passé par là, nous qui avons renversé le régime de Kérékou, qui voyons la jeunesse donc comme un peu timorée, mais ça nous redonne espoir que rien n'est encore perdu. Merci, Maître Aboubacar Baparapé. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Cotonou. C'était tout, madame, monsieur, pour le premier sujet débattu dans cette émission. À présent, je vous invite à observer une courte pause pour le tour de l'actualité en Afrique et dans le monde entier. Voici le flash d'information.
Au Burkina Faso, Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères du président Blaise Compaoré, devenu l'un de ses opposants, a été investi ce dimanche candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre. Économiste de formation, il a été ministre des Affaires étrangères avant d'être le numéro 2 de l'Organisation mondiale du commerce. L'Égypte, l'Algérie et l'Italie ont appelé à une solution politique au conflit qui déchire la Libye. C'était ce dimanche à la veille de la reprise sous l'égide de l'ONU des négociations entre parlements libyens rivaux pour parvenir à un accord sur un gouvernement d'union nationale. Enfin, la Corée du Sud a annoncé ce lundi un 6e décès du coronavirus MERS et une forte progression des nouvelles contaminations de l'épidémie, dont le nombre de cas est désormais de 87. Plus de 20 pays ont été touchés par le virus, pour lequel il n'existe aucun vaccin ou traitement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag. Un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon 2e mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement trouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag se poursuit, il faut sauver la planète Terre. C'est la principale mission de la COP 21, la conférence sur le climat qui aura lieu en décembre prochain à Paris en France. À l'heure de la mobilisation mondiale, quelle est alors la contribution des pays africains pour la réussite de ce grand rendez-vous sur l'environnement? C'est le deuxième sujet à débattre juste après ce générique. Pour débattre de la contribution de l'Afrique à cette rencontre sur l'environnement, je reçois ce jour un spécialiste de la chose, Eloge Ogoualé, est climatologue et enseignant au département de géographie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Professeur Eloge Ogoualé, bonjour. Bonjour. Joël Yetonji est toujours avec nous pour la suite du débat. Ma première question s'adresse à vous donc, professeur Eloge Ogoualé. Encore un sommet sur le climat. L'objectif, cette fois-ci, est d'aboutir à un accord pour maintenir le réchauffement du climat en dessous de 2 degrés Celsius. C'est bien cela. Alors, est-ce que vous croyez qu'on pourrait vraiment avoir un accord à Paris quand on sait qu'aujourd'hui, les intérêts des grandes puissances mondiales sont beaucoup plus d'ordre géopolitique? Une fois encore, merci beaucoup. L'honneur que vous me faites en m'invitant à cette table pour débattre de cette question existentielle. Je vous dis que le monde a un tournant hautement stratégique de la civilisation et il serait très très important qu'à Paris en décembre, que la communauté internationale s'active et réalise effectivement un protocole qui permette de ramener le réchauffement à 2 degrés au cours donc des prochaines décennies. C'est une condition sine qua non si nous voulons pérenniser la civilisation. Pour revenir à votre question, ils vont trouver un accord. Il y aura un accord à Paris. Maintenant, la question... Sa mise en application. Exactement. Parce que c'est s'agit depuis une vingtaine d'années. Voilà. Est-ce qu'une fois que l'accord est trouvé... Ça sera mis, sera mis en... Alors donc, vous êtes d'accord avec moi donc, que ça risque d'être une conférence de plus? Bon, pas probablement une conférence de plus, il y aura des avancées, parce que depuis... Quelles avancées, par exemple? Je vous assure qu'après Copenhague, qui n'a pas été un échec comme tout le monde a semblé le dire, il y a eu quelques avancées, quelques résultats, il y a d'autres dynamiques, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau donc des Occidentaux, la Chine, les USA se sont retrouvés à maintes reprises pour dire attention, c'est vrai, nous nous préparons déjà pour affronter les défis de demain sur le plan environnemental, mais il y a d'autres parties du monde qui n'ont rien pour affronter ça. Il faut en tenir compte. C'est vrai aussi que notre développement est déjà à un niveau où on ne peut pas tout de suite commencer par descendre. Parce que ramener à 2 degrés, c'est commencer par descendre un peu par rapport à ce qu'on était. Bon, donc il y a des débats plus intelligents qui ont été opérés au cours donc, des 3 dernières années qui justement, à mon avis, sauf catastrophe
de dernière minute qui vont permettre, n'est-ce pas, d'aboutir à quelque chose de juste, d'acceptable par toutes les parties. Et vous pensez que les grands pollueurs, on a parlé entre autres des États-Unis, de la Chine et autres, vous pensez que ceux-là vont réellement mettre en application? C'est ce que je vous disais tantôt. Vous voyez, actuellement, il y a beaucoup donc, de développement en ce qui concerne les technologies propres. Et quand vous regardez les lampes que nous utilisons de plus en plus, la consommation énergétique est de plus en plus... Elle revue à la baisse. Exactement. Oui, mais on sait que quand on parle de pollution, c'est beaucoup plus les grandes industries. Je viens aussi, quand vous regardez même au niveau de l'automobile aux États-Unis, de plus en plus ils prennent la décision de réduire la consommation. Vous voyez, quand vous prenez au niveau de l'énergie de façon plus générale, les gens sont en train de mettre en place des systèmes qui permettent de consommer moins de fuel, etc. Et ils sont à la pointe des avancées à ce niveau-là. Donc, tout ça avec aussi l'intelligence humaine qui est limitée et qui permet donc de régler les problèmes d'aujourd'hui et de demain. En même temps, je me dis que, allez, il y a des possibilités donc d'obtenir quelque chose qui permettra de résoudre. C'est vrai, ça ne va pas permettre de régler totalement et définitivement ce qui n'est même pas possible. Du reste, je vais me tromper, mais il y aura, comme je le disais, quelques avancées. C'est déjà quelque chose. Joël Yetonji, un accord des pays, les grandes puissances, avec la participation des pays africains, ils vont se retrouver à Paris pour signer un accord. Est-ce que vous pensez que cet accord sera réellement mis en œuvre, la suite? Il faut constater que chaque jour qui passe, c'est la nature elle-même qui, aujourd'hui, force les mains à nos dirigeants. Ce ne sont plus les dirigeants qui véritablement décident. Ce qui se fait aujourd'hui, toute la mobilisation qu'on observe aujourd'hui autour de ce sommet que Paris aura abrité, c'est du fait de la ligne que dites plutôt les événements climatiques. Donc on n'a plus le choix aujourd'hui que de trouver les voies et moyens pour limiter les dégâts. Et plus aucun pays n'est à l'abri. Et on va pouvoir gérer ça pendant combien de temps encore si on ne fait pas profil bas. On est en train de réaliser tout ce qu'on est en train de réaliser là, ces infrastructures qu'on met sur pied. On est en train de faire tout ça là. À quelle fin? Si l'humanité elle-même finira par disparaître. Oui, je pense que la rencontre de Paris ne sera pas une rencontre de plus. Il y aura certainement encore quelques avancées. Peut-être pas des avancées aussi notables à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité, mais il y aura quand même des avancées. C'est maintenant à l'Afrique d'essayer de faire bloc, parce que ceux qui subissent beaucoup plus les revers, aujourd'hui, c'est vrai, en matière de statistiques, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, l'Afrique semble être à l'abri, mais pas pour autant. Pas pour autant. Donc, si on prend du recul et on réfléchit à ce qui se passe et on essaie de partager réellement les données, parce que des recherches sont là, les résultats sont là, très inquiétants, mais les acteurs politiques, puisque aujourd'hui l'intérêt est ailleurs, ferment les yeux, font semblant de ne pas constater le danger qui nous guette, et c'est là tout le risque. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus certaines prises de conscience. Que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que les Africains pourront réellement s'entendre et parler d'une seule voix quand on sait que le niveau de développement, les priorités ne sont pas les mêmes dans les pays africains? Quand vous prenez un pays qui est très pauvre par rapport à un Nigeria qui a beaucoup de ressources, qui a du pétrole, est-ce que vous pensez que la disproportion justement au niveau du développement pourrait permettre d'avoir une seule voix au niveau du continent africain? C'est une grande question quand on voit un peu la façon dont les questions de relations internationales sont de plus en plus traitées, mais l'autre réalité est là. Nous avons une nouvelle classe politique qui est faite d'une génération, pour paraphraser l'autre, très consciente, qui veille un peu au grain. Parce que ce qui se passe, nous parlons de la planète qui forme un tour, ce n'est pas parce que vous voyez l'autre, pour schématiser la chose, creuser devant sa chambre que votre chambre est à l'abri. Le trou qu'il fait, si vous ne veillez pas au grain, eh bien, ça risque de faire effondrer votre chambre, schématiquement parlant. C'est au fait de cela qu'il est question, et l'Afrique est de plus en plus consciente de cela. Nous avons une classe jeune, mais qui est aux aguets. Donc, il est question plutôt de faire travailler la conscience collective afin que nous ne soyons pas au retrait de ce qui se passe. Ce n'est plus possible aujourd'hui que cette Afrique soit comme la poubelle du monde entier, à accueillir ce que les autres ne peuvent plus exploiter, ce qui intoxique les autres, à être simplement la poubelle du monde. Il faut corriger cela, il faut finir avec, et c'est heureux que de plus en plus les États africains prennent une part très active
autour des questions comme celle-là. Vous avez vu toute la mobilisation que la rencontre de Paris au niveau de l'Afrique, je veux en dire, a drainé. C'est déjà heureux. J'espère que les pays africains seront à la hauteur. Alors, professeur Oualé, dites-nous, quelles doivent être les priorités des pays africains à cette conférence? Je voudrais dire rapidement quelque chose. L'Afrique est la partie du monde la plus exposée aux questions du changement climatique et de dégradation de l'environnement. Tout simplement parce que non seulement, vous savez, l'atmosphère est sans frontières. Donc ce qui se passe là-bas rapidement a ses conséquences partout. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas les ressources qu'il faut. Notre capacité de résistance, de résilience est très faible. Et donc quand le choc interviendra, on sera les premiers à disparaître. Pendant que les autres qui créent même le dégât, et ils se préparent déjà pour affronter ces défis. Je vous rassure que les États-Unis, ils ont suffisamment de ressources pour affronter les inondations au monde, les sécheresses, etc., comparativement au Bénin. Et donc, quelles sont nos priorités, les priorités africaines? Nous devons, en principe, donc, l'Afrique doit se mettre ensemble pour aller mener cette bataille. Malheureusement, je ne vous rappelle rien, parce que vous prenez déjà les accords de l'UE, ACP, tout ça. Vous avez vu tout ce qui se passe autour, tout ce qui s'est passé, ou tel pays de l'autre côté avec tel blog, etc. Je me dis que probablement ça va être un schéma du genre que nous allons avoir. Je ne suis pas pessimiste, mais on regarde ce que nous avons vu au cours des 3-4 dernières années. Il n'y a pas véritablement raison d'être super optimiste. Mais en même temps, il faut ne pas être optimiste. Donc, les chances d'avoir un bloc africain à cette rencontre sont très faibles. Et l'autre chose, soyons réalistes, quand vous regardez, qui sont ceux qui payent le déplacement des représentants de l'Afrique vers Paris ou à Paris? Justement les bailleurs de fonds. Écoutez, est-ce que vous allez pouvoir dire si c'est moi qui paye votre billet pour aller dire quelque chose qui ne serait pas forcément en ma faveur? Donc c'est de l'hypocrisie. Il y a des problèmes de fond que nous devons régler. C'est vrai, vous avez dit il y a une émergence, une conscientisation, mais dans les détails de la pratique, il y a encore des problèmes de fond qu'il faut que nous réglons. Si nous pouvons régler au mieux, gérer au mieux nos ressources, ça nous permettrait d'avoir une capacité d'aller pas affronter, discuter d'égal à égal avec les autres. Ce n'est pas encore le cas. Alors concrètement, l'autre chose, ce qui nous représente, ça c'est des questions basiques qu'il faut aller régler, pas au Bénin ici seulement, un peu partout. Quand vous regardez, bon, ça pose des problèmes encore. Je ne sais pas si on pourrait régler ça avant décembre, je ne suis pas sûr. Concrètement, cet accord de Paris, cela pourrait apporter quoi comme changement aux habitudes des Africains? Non, par rapport aux Africains, je peux dire, il faut d'abord qu'il y ait un accord. On vient de dire qu'il y aura un accord. S'ils arrivent à signer un accord qui ramène... chose, dans tous les cas, la voix de l'Afrique, en dépit de tout ce que je venais de dire, va porter relativement, bien entendu, puisqu'il y a eu des initiatives au niveau étatique, il y a la jeunesse, quand vous voyez au niveau de la société civile, par exemple au Bénin, ici, très depuis active. Exactement, très active, et tout ça, ça va être pris en compte, dans la balance, ça va énormément peser. Et donc, on aura des choses, un accord et des mesures qui permettront à l'Afrique, parce que, je vous rappelle, au niveau international, tout le monde est convaincu aujourd'hui que tout ce qui s'est fait progressivement en Afrique, comme pour aller au développement, si on ne fait rien en raison donc, de la dégradation de l'environnement et surtout donc, des changements climatiques, ça pourrait devenir zéro en un an de temps. On n'aura une personne, parce que là, on est dans une communauté internationale, il faut aussi faire en sorte que les autres aussi émergent. Alors par rapport à ça, l'Afrique dans un premier temps pourrait bénéficier, comme cela a été déjà annoncé au cours de Copenhague, de fonds verts. De fonds verts. Oui, il paraît que certains Africains s'activent à cause de ces fonds, à vrai dire. Oui, les gens s'activent, mais il y a un autre problème. Vous savez, il y a toujours des conditionnalités pour accéder à ces fonds. Il y a des formalités à remplir, mais il me semble qu'on n'est pas encore très discipliné au niveau de l'Afrique ou de certains pays pour pouvoir consommer ou absorber et tirer donc bénéfice de ces opportunités. Non, en fin de compte, l'Afrique, c'est le serpent qui se mord par la queue. Quelque chose comme ça pour le moment. Je crois que ça finira bientôt avec la grande conscientisation et la nouvelle conscience qui est en train d'être propagée ici et ailleurs. Oui, ça viendra. Joly Tondi, un scénario catastrophe décrit par le climatologue. Non, ça c'est un fait. Il faut être inquiet, en même temps optimiste. Il faut travailler. C'est cette Afrique qui bouge. Il va falloir faire avec cette Afrique incontestablement. Et cette génération nouvelle, consciente, qui est très active, moi, me donne de l'espoir. Me donne de l'espoir que demain, nous n'aurons plus les gens qui montreront les directives à suivre, mais c'est des gens à qui le peuple donnera les directives à suivre et qui
sera obligé de se conformer à cette directive. Parce que l'Afrique ne peut plus continuer par être ce qu'elle a été hier. Ce n'est pas possible. C'est le continent de demain. Les gens continuent d'inviter les gens autour d'une même table tout en leur mettant des béquilles pour dire voici comment vous devez marcher, voilà comment vous devez vous tenir. Oui, mais ce ne serait pas pour longtemps. Beaucoup de dirigeants africains, même à Paris, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Oualé, et même à Paris, beaucoup de dirigeants iront ainsi. Les billets d'avion sont payés, les billets d'avion, l'hébergement, tout est pris en charge. Je suis d'accord, ça c'est un fait. Vous pensez qu'ils pourront aller dire quoi concrètement là-bas? Oui, on ne peut pas se voiler la face, mais au même moment, nous devons voir un peu notre parcours et constater que du chemin a été fait. Nous voulons des bons qualitatifs, ce n'est pas encore ça. Mais au lieu de faire du surplace, quel bon qualitatif vous voulez faire si vous n'avez pas les moyens financiers? Nous voulons des bons qualitatifs. Nous avons des moyens financiers. Oui, ça c'est une aberration encore. L'Africain doit cesser de dire qu'il n'a pas les moyens. C'est oui, diantre, que nous arrive-t-il? C'est cette Afrique-là, c'est ici que les gens viennent exploiter du pétrole. Vous comprenez ça? Oui, le diamant, alors, c'est ici. Donc nous avons les moyens, il faut discipliner nos dirigeants et c'est heureux qu'il y a déjà cette génération consciente, cette jeunesse très active, un peu partout, qui est en train de se réveiller, tel le volcan. Soit les dirigeants se mettront au pas, sinon on les obligera à être au pas. Demain ne viendront plus diriger des gens, des arrivistes, pour se mettre plein la poche, mais des gens capables d'amener cette Afrique à aller au bon port, à prendre le devant des choses. Parce que demain, se fera avec l'Afrique ou sans l'Afrique, et le monde n'existera pas. À vous entendre, on dirait que vous aviez fait partie de l'équipe qui rédigeait le discours de Thomas Sankara. Il faut rêver sous cette Afrique-là. Professeur Oualé, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez certainement un mot de fin par rapport aux espoirs à garder pour cette conférence de Paris en décembre. Merci beaucoup. Je souhaiterais plus qu'on continue de dire que l'Afrique n'a pas de moyens, de ressources. Nous en avons à suffisance. Oui, mais c'est la gouvernance qui pose des problèmes. Voilà. C'est la gouvernance qui pose des problèmes. Et pour être en accord total avec M. Joël, il suffit de revoir les mécanismes de gestion. Il suffit de revoir comment nous définissons nos priorités. Nous allons pouvoir régler tout. Quelqu'un me disait, comment vous pouvez être dans l'or, et l'or est sous vos pieds, et vous courez derrière de l'argent. En termes de métal, je crois, l'or c'est le plus précieux. Donc nous avons beaucoup de ressources. C'est la question de gestion, de transparence qui nous manque. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, il faut qu'on mette à la tête de nos structures des gens valables. Et ça vient progressivement. Si on peut, au cours des 5-10 prochaines années, régler ces questions, en moins de 25 ans, nous avons également réglé les questions. L'Afrique va rattraper son retard. Merci. Parce que nous avons vu des pays qui ont réglé ça en moins de 25 ans aussi. La Chine, la Corée du Sud, pour ne donner que ces exemples-là. Merci. Il y a espoir avec une jeunesse qui de plus en plus est décidée à prendre en charge les défis des 50 prochaines années. Et très vite, à partir de maintenant. Voilà. Merci Eloge Oualé. Je rappelle que vous êtes climatologue et enseignant au département de géographie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Madame, monsieur, ce sera tout pour les débats du jour sur Sika Info Mag. Était à l'ordre du jour de cette émission. D'abord, le point de la participation des pays africains à la conférence sur le climat 2015 à Paris. Ensuite, nous étions au Burkina Faso pour revisiter l'affaire Norbert Zongo. Merci de nous avoir suivis.